suis évidemment très heureuse de vous accueillir ici au 20 avenue de Ségur pour ce qui est effectivement un moment très, très heureux puisque c'est un jour d'anniversaire. Nous sommes en effet le 11 février 2011 et il y a de cela 6 ans, la loi portant réforme de la politique du handicap pour la participation, l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées était publiée, paraissait, après un très long travail de concertation, de dialogue social avec l'ensemble des associations de personnes handicapées, beaucoup de parlementaires qui s'y sont associés et plusieurs ministres qui se sont succédés pour cette tâche. Et naturellement, aujourd'hui, sans ajouter à la solennité d'un anniversaire, mais je veux naturellement dire à quel point je pense à eux, parce que ça a été pour tous, je crois, des moments marquants, et quand je les retrouve aujourd'hui, évidemment, ce sont des temps que nous évoquons. Je me propose de faire un petit propos introductif pour reprendre certains aspects qui me paraissent importants et que j'ai envie de vous communiquer. Mais ce qui pourrait être intéressant, j'imagine, c'est qu'ensuite nous procédions à une séquence d'échanges, de questions-réponses, si vous en acceptez, bien sûr, le principe. Alors, d'abord, un petit temps pour revenir sur l'esprit de la loi du 11 février, parce qu'aujourd'hui, évidemment, l'esprit de la loi demeure. Et le membre du gouvernement que je suis a à cœur, dans l'ensemble des réflexions, des décisions et de la politique pour cette année utile 2011, eh bien, de faire vivre l'esprit de la loi. Vous le savez, l'esprit qui avait prévalu jusqu'alors et qui a apporté évidemment aux personnes handicapées depuis la loi de 75 était de protéger la personne. On l'a souvent dit, mais c'était une préoccupation qui avait rassemblé l'ensemble des acteurs. La loi de février de 2005 s'est fixée une autre ambition. C'était de viser la participation et la citoyenneté de nos compatriotes handicapés par l'égalité des droits et par l'égalité des chances. Sous-tendant en cela un principe qui est celui du droit commun, qui est celui d'une société qui se met à niveau pour accueillir et pour faire société avec nos compatriotes handicapés. Une ambition importante et une forte ambition. Et je dirais que pendant l'ensemble des travaux, ni les associations, ni le législateur, et j'ose dire, ni même le gouvernement ne s'est censuré. Nous avons osé, chacun à notre place, avec parfois des limites différentes que nous nous sommes imposées, mais nous avons osé imaginer un autre cadre pour la vie ensemble. Nous l'avons fait d'abord en fabriquant un système de protection sociale, nouvelle façon. Cette idée qui était quand même assez audacieuse, d'imaginer construire un système de protection sociale fondé sur le projet de vie de la personne, et dont le cadre serait en quelque sorte construit selon le principe d'un droit individualisé, spécifique, en phase avec le projet, encore une fois, de la personne handicapée. C'était une forme d'inversion totale de l'ordre des facteurs dans notre paysage de la protection sociale qui procède toujours de manière descendante en définissant des prestations homogènes selon un besoin appréhendé, souvent de façon assez théorique,
par l'échelon le plus concentré qui puisse être. De la même manière, l'idée de poser un accès aussi général que possible pour tous les handicaps à tous les besoins de participation à la vie sociale était également quelque chose d'audacieux dans une société qui, de manière habituelle, oubliait de se questionner sur l'accessibilité pour nos compatriotes handicapés. De la même manière, la volonté d'affirmer une chose toute simple, évidente, mais qui n'allait pas de soi, qui était ce principe fondateur de notre pacte républicain, que tous les enfants de la République doivent pouvoir aller à l'école de la République, l'école du quartier, y être inscrits pour bénéficier d'une scolarisation ordinaire, par principe. C'était aussi une certaine manière de pousser les murs et les représentations habituelles. L'idée qu'effectivement, il ne suffisait pas d'imaginer une obligation légale pour l'emploi des personnes handicapées, mais qu'elle devait être assortie d'une contribution dans la mesure où elle n'était pas satisfaite, y compris dans la sphère publique. C'était aussi une manière de pousser les murs et de faire reculer les stéréotypes, de se mettre dans un défi collectif, de faire société, encore une fois, avec nos compatriotes handicapés. Une loi ambitieuse qui s'est construite en cheminant quasiment aux côtés de la personne depuis l'enfance jusqu'à sa vie d'adulte, à travers les étapes ordinaires de la vie de chacun. Une loi ambitieuse dans la mesure où elle s'est voulue pédagogique pour nos compatriotes, en affirmant que le handicap, c'est bien sûr le handicap physique et le handicap sensoriel, ce qui est la première représentation que les Français en avaient, en ont peut-être encore, mais que c'est aussi naturellement la situation particulière de nos compatriotes porteurs d'un handicap mental, cognitif ou psychique. Et là, effectivement, je crois qu'on peut dire de nouveau que le législateur, poussé par les associations, aidé, accompagné, tenu par la main, parfois par les associations, a été d'une certaine manière audacieux. Et je me souviens de ces débats où nous avons essayé de nous ajuster les uns et les autres à l'époque. Je pense que si de nouveau nous avions à le faire, sans doute, le cheminement serait également long et complexe. Mais je pense qu'on peut convenir, associations de personnes handicapées, parlementaires, administration et évidemment gouvernement, que nous avons essayé d'aller le plus loin possible, prenant en compte ce que la société française et nos compatriotes étaient capables de comprendre en cherchant à se mettre collectivement en mouvement. Alors, qu'est-ce qui a changé ? La scolarisation des enfants handicapés. À la rentrée 2010, 50% de plus d'élèves handicapés sont scolarisés par rapport à ce que l'on pouvait en voir en 2005. Sur le terrain de l'emploi, on a réussi, c'est un long chemin, à diminuer de 78% le nombre des entreprises qui n'emploient aucun travailleur handicapé. Les accords collectifs conclus sur l'emploi
d'emploi des personnes handicapées ont progressé de 16%. On a fait un bond dans le domaine de la formation continue en faveur des personnes handicapées, puisque les interventions de la GEFIP dans ce domaine ont progressé de 80%. Pour ce qui concerne la compensation, le doublement du montant au moment de la migration à CPP-PCH a permis effectivement d'obtenir un montant doublé pour les personnes concernées. On est passé de 400 € à 850 € avec près de 98 000 bénéficiaires de la prestation de compensation au 30 juin 2010. Pour ce qui concerne l'âge, là encore des chiffres, vous les avez dans vos dossiers, mais je reprends ceux qui me semblent les plus caractéristiques. Une augmentation de presque 19% depuis 2005, avec, comme vous le savez, le chef de l'État le reprécisé le 8 février, un engagement définitif d'une augmentation de 25% de l'AAH d'ici 2012, dans la progressivité que vous connaissez. Les places en établissement, qui, à travers les plans réalisés, ont continué effectivement d'être créées. 41 660 places financées par l'État et l'assurance maladie depuis 2005, auxquelles s'ajoutent 105 000 places financées par les conseils généraux. Ça fait au total 146 660 places au total. Un bond, en effet, qu'il faut prendre le temps de mesurer en matière, effectivement, d'équipement et de places en établissement. En 2010, des réalisations ont pris place et on peut prendre le temps de faire un petit zoom, si vous voulez bien, sur le plan handicap auditif qui avait été annoncé en février 2010. Des progrès importants ont été réalisés et nous espérons bien en voir la concrétisation en 2011. Pour ce qui concerne cette attente très forte de nos compatriotes handicapés, sourds et malentendants, pour l'ouverture d'un centre relais pour les appels d'urgence, qui est évidemment une revendication et un souhait absolument prioritaire. L'installation et la première année de fonctionnement de l'Observatoire d'accessibilité, l'intégration de la prise en charge des frais de transport dans les budgets des accueils de journée médicalisés, la sécurisation du reste à vivre des personnes handicapées en masse qui, du fait de l'évolution du forfait, auraient pu voir minorer leur reste à vivre. Je me souviens à quel point il s'agissait là d'un souci, d'une préoccupation persistante. Le reste à vivre est porté effectivement à 30%. La sécurisation du financement des MDPH avec l'ouverture de crédits en finance rectificative pour solder les dettes existantes et la poursuite des travaux sur les auxiliaires de vie scolaire, même si naturellement, je vais y revenir, nous ne sommes pas au bout de la route. Voilà pour ce qui concerne, je dirais, le chemin parcouru et le travail à conduire. Évidemment, je mesure à quel point ce qui importe, c'est ce qui reste à faire. Et inutile de vous dire que même si je prends le temps de ce point et de ce bilan sur ce qui a été fait, je ne m'en satisfais pas. Ce qui reste à faire, je crois que nous devons l'inscrire dans le contexte qui est celui de notre pays aujourd'hui. Et si vous me permettez, je vais poser quelques points de repère pour vous dire ensuite comment je vais m'engager pour l'année 2011 dans la poursuite de la mise en œuvre de la loi du 11 février, dans l'esprit de la loi du 11 février.